Alors, en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Dans quelques secondes, on démarre un Osmosène spécial avec Jean-Jacques Gérard qui va venir nous parler. Nous allons aborder les états dépressifs aujourd'hui. À tout de suite. Osmose Radio, Osmose. la web radio. Osmosène, l'émission. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous pour Osmosène, l'émission bien-être réalisée, produite par Osmose Radio, rediffusée également sur Rage FM 90.3 sur la région avignonnaise, le dimanche soir maintenant à 22h, on peut l'écouter tranquillement. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Gérard, notre invité. Bonjour Jean-Jacques Gérard. Bonjour. Comment allez-vous ? Vous avez passé de bonnes fêtes ? Ça va. Ah oui, c'est une question difficile Non, moi, les de vous fêtes, poser. j'en ai rien à secouer. C'est ce que j'allais dire. Mais je suis content d'être ici. Bon, ben c'est sympa. Ah oui, alors. oui, non, les fêtes, vraiment rien à secouer. Je passe à côté. Je laisse voilà, comme un passage, comme ça. D'accord. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup pour qui ce sont des états dépressifs, les fêtes. Il paraît que ça Mais fait vous avez plonger la raison. morale. Ouais. Si on prend ce mot-là, on va y revenir. Hein. Oui, bien sûr. Mais C'est le tout à thème de fait, l'émission tout aujourd'hui. à fait. C'est les patients que je peux voir avant. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup, ils appréhendent tout ça. Et du coup, ça met en relief tout un tas d'appréhensions, tout un tas parfois d'inquiétudes, voire d'angoisse, avec tout ce que ça représente. C'est un sujet d'actualité, un gros sujet, hein, les états dépressifs, on en parle beaucoup de plus en plus, et donc c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui d'aborder ce thème, mais évidemment avec votre regard, votre expérience également. Ouais. Voilà, c'est l'angle Jean-Jacques Gérard. Alors on Ouais, rappelle, mais hein, vous c'est-à-dire êtes, comme je vous le disais. je rappelle quand hein. même, vous êtes psychanalyste, victimologue, clinicien, voilà, et que vous avez une expérience personnelle qui vous donne une vision, une conscience des choses un petit peu en marge quand même. Bah, c'est-à-dire en même temps, comme je vous le disais, ça me paraît toujours important et de plus en plus, ou de plus en mieux. C'est-à-dire de revenir à mon expérience, à mes éprouvés, comme je le dis moi-même, c'est-à-dire les états dont nous allons parler, je les ai connus personnellement, et je ne veux pas, dans le respect également des auditeurs, leur faire croire que le bonhomme qui parle, il sera au-dessus de tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Il n'est ni un mythe, ni une statue, au sens où nous l'évoquions tous les deux tout à l'heure. Non, c'est juste une personne qui, effectivement, a éprouvé un certain nombre de choses. Il y est passé, il a fait le chemin, il continue du reste le chemin, mais il y est passé. Donc, ça donne, à mon sens, c'est pour ça que j'aime bien associer ma dimension de témoin avec la dimension du clinicien, qui est aussi un témoin. Mais là, la petite différence, c'est que le clinicien, lui, se penche sur l'autre et il va découvrir un certain nombre d'autres témoignages, d'autres expériences, mais elles seront d'autant plus accueillies ou d'autant mieux accueillies que lui-même, il aura accueilli les siennes. Ben oui. Puis les états dépressifs, vous avez eu votre part, c'est-à-dire vous avez dans les années 80. Je vais y revenir parce que c'est important et vous allez voir comment, rien qu'avec ce témoignage, moi-même je dirais aujourd'hui, c'est-à-dire 20 et quelques années après, que j'ai pas la prétention d'en avoir terminé, c'est-à-dire non pas du côté de l'état dit dépressif, mais du côté de saisir ce qui a pu se passer. Donc, je vais essayer de contextualiser un peu et dans une certaine chronologie. Dans les années 95, ça correspond pour moi à la fin d'un travail d'accompagnement d'adolescents en grande souffrance, en grande difficulté. Et la fin, c'est-à-dire, j'ai bossé 10 années là-dedans. Pendant 10 ans, j'ai pris un certain nombre de risques, de responsabilités. Je comprendrai plus tard que cette façon de vouloir sauver des ados qui sont hyper limites, ça répondait chez moi à deux niveaux. Ça, je le comprendrai plus tard, entendons-nous bien. Ça répondait à quelque chose qui a à voir avec mon adolescence et la souffrance de l'adolescent que j'ai été. Et d'autre part, ça répondait à la souffrance que j'avais captée chez celui qui, en 1984, va tuer mon fils. D'accord. Donc ça répond, je le comprendrai plus tard, entendons-nous bien. Mais il m'a fallu des années pour faire les liens. Voilà, il y a des liens que vous ne voyiez pas à l'époque. Ah non, pas du tout. Et qui vous sautent aux yeux tout à fait. façon de parler. Petit à petit, pas à pas. Et du reste, il me faudra, on est dans les années 95, il me faudra une dizaine d'années de plus pour pouvoir encore mieux conscientiser qu'est-ce qui se passait pour moi à l'occasion de tout ça. Donc 10 années, je finis mon boulot, 95, je pressens qu'il va se passer quelque chose parce que j'ai mis énormément d'énergie,
Et probablement, je me suis mis énormément de pression dans l'idée de sauver des jeunes qui peuvent se suicider, qui peuvent tuer, qui peuvent violer. C'est de ça dont je parle. Et donc, ça m'a vraiment pris beaucoup, beaucoup, et y compris la recherche clinique qui était là en même temps. C'est-à-dire, je m'entourais aussi avec des psys, avec des gens qui s'intéressaient donc à la souffrance de ce type de jeunes. Donc, en même temps, j'apprenais plein de choses, mais en même temps, ma façon de m'y être consacré, j'allais dire, était une façon un peu de tenter de réparer quelque chose de ma propre histoire et de l'histoire qui s'était produite à l'occasion du meurtre de mon fils Votre et du enfant. viol. Et tout ça inconsciemment, en fait. Tout à fait. Merci de le dire. Tout ça complètement inconsciemment. Et donc, du coup, c'est bien parce qu'à un moment donné, mais depuis déjà longtemps, je vais être accompagné, psychologiquement accompagné, que des choses qui étaient inconscientes vont émerger à la conscience. C'est à ça que ça sert aussi. Ça va émerger et je vais pouvoir faire des liens. Alors, ces états dépressifs de l'époque, comment vous les ressentiez, Alors, vous l'état. Vous le saviez déjà ou c'est après aussi? Vous vous êtes dit, là, j'étais en plein. C'est une chose d'avoir une gouffre. théorie sur les dépressions. C'est autre chose de l'éprouver. Bah oui, de la vivre aussi. C'est pour ça que j'y revenais du côté des éprouvés. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, pratiquement, du jour au lendemain, la couette, je ne peux plus la lever. C'est ce qu'on C'est dit. clair, hein, voilà, c'est net voilà. et c'est précis. Donc, on Envie reste de au lit. rien, on ne peut plus la couette, que dalle, il n'y a plus rien, on est d'une certaine façon, je l'ai vécu, dans un certain vide. La différence avec un certain nombre, c'est que perso, le vide ne me faisait pas peur. Mais moi, mes peurs, elles étaient d'une autre nature. J'avais, sans m'en rendre compte, je mettais ma compagne de l'époque, qui était devenue mon épouse, sans m'en rendre compte, et pour tout un tas de raisons qui dépasseraient le cadre de cette émission, elle était investie par moi, inconsciemment, d'un certain pouvoir, et la relation que nous avions était vraiment, je le dirais comme ça aujourd'hui, était vraiment pourrie. Voilà, et donc elle était vraiment pourrie. Et donc, petit à petit, je vais avoir à me réveiller d'abord à cette relation. Pourri dans le sens basé sur des fantasmes ou des choses qui ne sont pas. Des fantasmes, il y en a toujours, oui, mais surtout pourri, c'est-à-dire je ne m'y retrouvais pas. Je m'y perdais et à un moment donné, ça me faisait revivre, je peux le dire comme ça, des choses de mon histoire d'enfant, qui était une enfant quand même à certains égards maltraitée, et en particulier par la mère, et ça me faisait revivre une maltraitance que j'avais déjà vécue enfant. La relation me faisait revivre une sorte de maltraitance, pas forcément la même, hein, mais une maltraitance. Et donc, d'une certaine façon, je ne pouvais pas faire autrement à cette époque que de vivre comme quelqu'un qui subit ça. Et j'étais pris là-dedans. C'est un des signes qui me montrait à moi-même que j'étais piégé, pris dans une relation assez pourrie, je l'appelle pourrie aujourd'hui. Donc, un moment, pas à pas, et j'avais déjà quelques années de travail analytique avec moi, mais je pense que ce qui a été le détonateur, c'est ma rupture avec ce boulot-là d'accompagnement des jeunes. Donc, d'un côté, relation pourrie sur le plan perso, d'un autre côté, je lâche mon boulot. Et là, c'est un saut dans le vide parce que je ne sais pas encore où vous allez, quoi, en fait. où je vais. Mais je vais quand même prendre, alors là, c'est là que je me félicite, avec mon associé de l'époque, je vais lui vendre mes parts et ça va me donner pendant une année un salaire, l'équivalent d'un salaire mensuel. Autrement dit, il y a quand même quelque chose là où je vais avoir suffisamment d'autonomie, j'allais dire paradoxalement, pour traverser un état que je rencontrerai plus jamais, si ce n'est là, et pendant 2 ans. Il y a le meurtre de votre fils, il intervient avant alors? Ah oui, en vous 84. Ouais, mais vous êtes complètement chamboulé. En aussi, 84, mais entendez bien, dès les années 85, je vais investir énormément de moi-même, me mobiliser dans ce boulot d'accompagnement des jeunes en difficulté, hébergement et accompagnement psychoéducatif. C'est quelque chose qui va énormément me mobiliser. Mais qu'est-ce qui est aux sources de cette mobilisation? Ça, je le comprendrai plus tard. Oui, d'accord. Mais donc, en attendant, je suis mobilisé, c'est-à-dire je suis pris. Et toutes les pressions intérieures vont être liées à ce boulot pendant 10 ans. Et l'état dépressif arrive d'un coup? Vous n'avez plus envie de sortir de la couette? Je pressentais 1 mois, 2 mois, quand j'ai pris 2 mois avant de prendre ma décision, enfin, au moment où je commençais à prendre ma décision, je pressentais que quelque chose en moi allait se passer. J'avais déjà un peu les jetons. Mais en même temps, j'arrivais à ma limite, je saturais de tout ça, j'en pouvais plus. Hein. Du reste, ça s'est même traduit par un acte, par ce qu'on appellerait un passage à l'acte. Et très curieusement, parce qu'à l'époque,
on accueillait une jeune fille qui a été très, très provocatrice. Et je vais passer les détails, ça nous prendrait trop de temps. Et du reste, à un moment donné, elle se prendra mon poing sur la gueule. Ah. C'est très Ah clair. oui, passage à l'acte. Et donc, c'est un passage à l'acte. Et je vais avoir à en répondre devant les personnes autorisées, c'est-à-dire l'inspecteur aide sociale à l'enfance à l'époque, et donc, à un moment donné, qui me connaissait, heureusement. Il dit, Monsieur Gérard, on dirait bien que c'est un signe que vous en avez ras-le-bol. Tel texto, je m'en rappelle. Et ça, c'était chouette d'entendre ça, parce que c'était vraiment un signe de mon ras-le-bol. Et évidemment, ça n'allait pas avec mes valeurs, mais il n'empêche que j'avais été pris là-dedans et que donc j'ai fait un passage à l'acte, même si c'était contraire à mes valeurs. Il n'empêche que j'ai compris que c'était une alerte et qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. Cela dit, la jeune fille en question, je reprendrai avec elle la parole, je lui demanderai pardon. Enfin, je vais quand même faire cette démarche-là. Hein. Le pardon dont on a parlé. Le pardon dont on a parlé, ce vrai pardon-là. Hein. Et du coup, voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, je vais quitter le boulot. Et donc, du coup, pratiquement, je dirais pas du jour au lendemain, en 8 jours, c'est la descente. Dès que je quitte, 8 jours après, c'est la descente. Et là, la descente de descente, c'est-à-dire, il n'y a plus rien. Vous me prenez, vous me mettez sur une chaise, je peux y rester 3 jours, sans boire et sans bouffer. Comment vous remontez la pente? Avec des accompagnements? Alors, je vais, dans ce contexte-là, on est dans les années entre 95 et 97, ça va durer 2 ans. Il y a 2 choses qui vont me permettre, de remonter la pente, perso. Il y a d'une part, je vais accrocher à quelque chose qui deviendra mon futur job, qui va durer 8 à 10 ans aussi, qui va être un travail de consultant psycho-éducatif, mais cette fois-ci, mes consultations, c'est la supervision des professionnels. Et ça, je crois que j'ai vraiment su attraper ça. Ça ne va pas m'empêcher de traverser quand même, mais tout ça, ça va se faire sur un temps de 2 à 3 ans. Ça permet de remonter et de s'accrocher. Donc, il y a ça d'un côté. Mais il va y avoir d'un autre côté un truc assez extraordinaire, au sens étymologique. Pour moi, ce qui va être extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, j'ai un lien avec un psychanalyste qui m'accompagne depuis un certain nombre d'années. Mais ça ne le fait pas. Il y a quelque chose que ça ne le fait pas. Alors, ce que je vais faire, je vais dire à un moment donné, je vais l'appeler, je vais lui dire, est-ce que vous connaissez une clinique psychiatrique qui pourrait m'accueillir? Vous faites la démarche pour aller dans un institut, quoi. Oui, mais vous allez voir la démarche. Et le psy, très, très justement, très judicieusement, me dit à ce moment-là, je peux. Moi, je lui ai dit la meilleure clinique. Et lui me répond, je vous donnerai l'adresse de la moins pire. Ça veut dire beaucoup de choses, quand même. Ça dit beaucoup de choses. Bah oui. Et à partir de là, je me souviens d'un psychothérapeute qui a un lieu d'accueil qui se trouve dans la Drôme à l'époque, Pierre. Et là, je me dis, il faut que je retrouve son adresse. Et vous allez voir comment ça va se passer. Il faut vous dire qu'à l'époque, j'avais aussi essayé les anxios et tout ça. Hein. Il y avait un toubib très sympa qui avait compris qu'avec moi, ça ne le ferait pas tout. Donc les médicaments. Hein. Oui, les médicaments anxiolytiques. Ouais. Et pendant quelques mois, je les ai arrêtés. Ça ne le faisait pas. Et donc, je vais avoir Pierre au téléphone. Et je lui dis, Pierre, voilà dans quel état je suis. Et là, c'est là qu'on voit arriver la petite flamme. Et je lui dis, écoute, c'est simple. Ce qu'il y a en moi, ça tient à la flamme d'une bougie. Et Pierre me dit au téléphone, viens avec ta bougie. Texto. Très belle image. Ça, pour moi, c'est inoubliable. C'est devenu un ami. Il a été mon thérapeute. C'est la seule personne qui a été mon psychothérapeute pendant un certain temps et qui est devenu ensuite mon ami. C'est pas par hasard. J'ai fait l'autre jour un rassemblement de mes amis dans les plateaux ardéchois avec un de mes amis chanteur et poète, et Pierre était présent, et c'est clair qu'il y a quelque chose, du reste je lui ai rendu hommage en disant ce que je suis en train de vous dire. Il y a un moment d'humanité qui a été extraordinaire, et je dirais, me suis retrouvé, pour vous donner un exemple, j'ai pris ma bagnole à l'époque, je me souviens, j'avais une grosse Mercedes, et pour aller chez lui, il était dans la Drôme, j'avais 120 bornes à faire. Je les ai fait au cul des camions à 50 à l'heure. C'est vous dire dans quel état j'étais. De fait, je suis un très très bon. Je l'étais un peu moins maintenant, je conduis moins, ça ne m'intéresse pas, je préfère mon vélo. Mais j'étais un très bon conducteur, je ne pouvais pas faire autrement que comme ça. Ça vous dit dans quel état j'étais à l'intérieur. Tu es obligé de suivre le camion pour pouvoir suivre la route. Exact. En fait, pour suivre la route, je suivais le camion. Donc, ça vous donne quelque chose de cet état dans lequel j'étais. J'arrive chez Pierre et je lui dis, écoute, et Pierre me dit, écoute, tu vas avoir ta piole. On est en train de faire un chantier en ce moment de maçonnerie.
mais toi, tu reprends ton souffle, tu reprends ton temps. On se verra autant que ce sera nécessaire le soir entre telle heure et telle heure si ça te convient. Voilà, donc on avait des séances qui étaient prévues et moi j'avais ma piole. Et à partir de là, petit à petit, je réponds donc à votre question, petit à petit, je vais remonter, mais par un chemin très différent. Et c'est tellement vrai qu'au bout de 8-10 jours, je lui ai dit, écoute, je me sentais comme un enfant perdu. C'était mon vécu, un enfant perdu. Et donc, à ce moment-là, je demande à Pierre et à sa compagne de me protéger de toute invasion de ma compagne de l'époque. On va encore faire une petite pause parce que j'ai un chat dans la gorge. Un chat énorme dans la gorge. C'est des périodes, hein. Ça m'est arrivé la semaine dernière également, je sais pas, il doit y avoir un truc dans l'air. Nous revenons avec Jean-Jacques Gérard dans cette osmosène autour des états dépressifs. Donc on voit comment vous en êtes sorti. Enfin, progressivement, comment la petite flamme s'est rallumée, s'est étoffée. Il y avait la petite flamme, elle y était. Simplement, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est que mon compagnon de route, il va s'appeler Pierre. Et Pierre, dont on a fêté il n'y a pas longtemps son anniversaire, il a 80 ans aujourd'hui. Et donc, Pierre va m'accompagner là-dedans, m'accompagner vers une sortie qui va se traduire. Donc, j'étais dans tous mes états, hein, c'est vraiment dans tous mes états. Et ça va se traduire aussi par une sortie du couple dans lequel j'étais et d'une façon qui est pas du tout, qui est tout à fait simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, grâce aussi à cet accompagnement-là, je vais reprendre de la patate. Et donc, ça va être presque de dire juste à l'autre, facilement, à partir de maintenant, c'est terminé. Point barre. Alors, maintenant... Et je sors de là, mais donc je sors de ces états-là, qui vont durer 2 ans, je le rappelle, hein, c'est pas magique, hein, qui vont durer 2 ans. 95-97. Oui, j'ai à un moment donné, j'ai même une amie en Ardèche qui un jour m'appelle un soir, j'étais plein pot là-dedans, me dit, mais où est ta femme? J'ai dit, mais ma femme, elle est partie faire son boulot. Et elle me dit, mais t'es seule? J'ai dit, oui, je suis seule. Et elle a fait 100 bornes. Elle m'a dit, non, mais ça me fait mal d'imaginer que tu sois seule dans ce contexte-là. Donc, je descends et je viens te chercher et tu viens à la maison. Et donc, c'est vous dire l'état, c'est vous dire quelque chose sur l'état dans lequel j'étais. Donc, ça va durer jusqu'à 97. Et petit à petit, je réémerge. Mais encore une fois, il y a un avant et il y a un après. La réémergence, c'est plus du tout la même, ça n'a plus rien à voir. Je suis investi dans quelque chose qui me plaît. Vous n'êtes plus le même, quoi. Ah ben non. Enfin, je suis à la fois le même et plus le même. Et donc, ça devient à un certain point de vue plus simple. Je fais un boulot qui me plaît où il n'y a pas de pression parce que c'est le boulot de supervision clinique. J'aide les autres à faire le boulot. C'est pas moi qui fais le boulot à leur place. C'est pas pareil que de prendre en charge des gamins qui ont 15 ou 16 ans et qui sont pris complètement fracassés, du style du gamin que le grand-père avait sur les genoux alors qu'il avait 2 ans et que le grand-père le sodomisait. J'ai eu plein de situations comme ça. L'autre que j'apprendrai plus tard qui ira en tôle et qui va se pendre en prison. Mais ça aussi, ça doit participer, non à l'état dépressif. Quand on suit des cas comme ça doit bouleverser un petit peu le professionnel. Je ne suis pas du tout sûr de ça. En ce qui me concerne, en tout cas, ce que je pense, c'est que j'avais un fort besoin de sauver et de réparer ce que j'étais aux prises avec d'autres croyances, et c'est une façon de m'éloigner de moi-même aujourd'hui. Donc, parce que ça, ne pas s'éloigner de soi-même, c'est d'aller voir, et là j'y reviendrai si un jour on reprend nos histoires de prévention des violences, c'est d'aller voir d'un peu plus près les blessures qui sont en nous. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de votre histoire personnelle, j'aimerais poser quand même une question qui est peut-être un peu idiote, mais de votre point de vue, qu'est-ce qu'on appelle un état dépressif? De quoi on parle Alors, oui, c'est une bonne question. Parce que beaucoup de gens disent je suis en pleine dépression, mais on n'a pas l'impression qu'ils le sentent. Moi, je sais pas ce qu'ils disent quand ils disent ça. En tout cas, moi, quand je parle d'état dépressif, d'abord, le mot lui-même, il dit ce qu'il a à dire, c'est-à-dire on a lâché la pression. Donc, on a lâché. On était sous pression. Ça veut dire que beaucoup de choses sont en pression. Et que d'une façon ou d'une autre, on est éduqué pour être en pression. C'est-à-dire, on est amené, comme le dit Elsa Kayat, à bouffer tout un tas de couleuvres. Ces couleuvres, ces croyances, tout ça fait beaucoup de pression à l'intérieur de nous et que nos éducations nous amènent à nous éloigner de nous-mêmes. Un de ces 4, ça va nous rattraper plus ou moins.
Donc, les états dépressifs sont des états où on lâche la pression, tout ce qui nous fait pression. Et c'est pas par hasard si apparemment du jour au lendemain, on se réveille dans le plumard et on dit la seule chose qui m'intéresse, c'est ma couette. On est en train de dire par là, incidemment, tout ce qu'on s'est bouffé qui ne nous a pas convenu. Et il faudra du temps pour l'identifier, pour le repérer, et il faudra un accompagnement sérieux. Alors, ces croyances, ça peut être quoi? Et de toutes sortes, ça commence par le Père Noël, ça continue par... Ben oui, D'accord. j'y reviens de temps en temps quand même, hein. Et ça continue par tout ce qu'il y a, tous les chantages affectifs qu'il peut y avoir dans la petite enfance. Ça continue sur c'est comment être grand. Alors là, vous avez les parents avec leur trouille, quand tout un tas de définitions, le gamin, il n'y comprend rien, mais il va se bouffer ça. Sérieux, Il va croire que pour être apprécié, pour être aimé en société, il faut devenir ingénieur, machin, j'en passe, c'est des meilleurs. Ou alors, il va falloir qu'il soit meilleur que son père, ou il va falloir qu'il soit comme son père. Tout ça. Tout ça. Qu'on vit des vies qui ne sont pas les nôtres, finalement. On vit des vies qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire, on est dans l'apprentissage, et c'est là que je vous disais, on va mettre ça en vis-à-vis avec la non-confiance en soi. On est dans des apprentissages de la non-confiance en soi. C'est-à-dire que toutes nos éducations ne nous apprennent pas à nous fier à nous-mêmes. Donc on se fie au regard des autres, aux autres, ce que pensent les autres. C'est qu'on est complètement, on est des aliénés de départ. Vous voyez, quand je vous disais l'autre fois qu'on n'apprend pas à écouter nos rêves de nuit, simplement les écouter. Les parents les écoutaient parce que ça fait partie de la vie subjective et que c'est à accueillir et à considérer. Pas du tout. En revanche, on nous cale un Père Noël. Mais ça montre, ceci montre bien cela. Tout un tas de croyances que depuis tout petit haut jusqu'à machin, on va se nourrir de ces croyances. Et il y a une partie de nous qui, dans le meilleur des cas, qui n'a pas été touchée par ça. Il reste peut-être une partie intacte. Mais en tout cas, la plupart de nos façons d'être en société, d'être au monde, vont être pris dans ces croyances qui vont devenir des modes de fonctionnement. L'air de rien, elle nous protège de la dépression, en fait, tant qu'on est dedans. Tant qu'on est dedans, ces croyances. Alors, elle nous protège, oui, non. C'est-à-dire qu'on est à l'abri, quoi. Nos fragilités, nos vulnérabilités ne sont pas reconnues. L'imaginaire fait tout son chemin dans le monde des croyances, c'est-à-dire ce qu'on se représente de la vie, à la limite où des réalités diverses et variées, eh bien, prédomine sur ce que les choses sont en elles-mêmes. Et donc, on est dans un univers magique. On continue l'univers magique qui est un univers refuge. Sauf que chemin faisant et grandissant, on va vivre beaucoup plus douloureusement le décalage qu'il y a entre ce qu'on croit et ce qui est. Et à un moment donné, c'est là qu'on arrive à des états de crise. Je pense qu'au carrefour de ce qui va se passer, de la descente, comme je le dis moi-même, de la chute, on pourrait dire comme ça, c'est la crise. Ça vient, par exemple, tout d'un coup, on se dit, mais qui je suis vraiment, quoi? Qu'est-ce que je fous? Pourquoi je fais ça? Le qui je suis pourra venir en cours de route. Mais le qui je suis, s'il est accompagné, ne fera pas l'économie qui je crois être. Quelles sont les images que j'ai de moi? Et je crois que je suis ces images. Ce sont que des images, mais je ne le sais pas. C'est pour ça que je donne souvent l'exemple de Magritte, parce que je trouve très chouette, qui peint une pipe et qui dit c'est pas une pipe. C'est-à-dire le mot n'est pas l'image et l'image n'est pas l'objet. Donc on est dans un rapport, via nos croyances, on est dans ce genre de rapport. Et donc on est complètement décalé de plein de réalités et surtout de nos vrais besoins. Surtout de nos vrais besoins. Parce que dès le départ, ils n'ont pas été considérés. Des besoins à tous les niveaux, à tous les étages de l'être humain, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, nous avons, et au niveau interactif avec l'environnement, nous avons des vrais besoins qui sont détournés la plupart du temps vers des espèces de chimères auxquelles on finit par croire. Donc on vit dans une espèce de rêve qu'on s'est fabriqué ou qu'on nous a aidé à fabriquer. Nous donnant des surtout conseils. Qu'on nous a aidé à fabriquer parce que voilà. Et puis on pourrait là évoquer aussi la dimension transgénérationnelle, c'est-à-dire ceux qui nous ont aidés à fabriquer ça, eux-mêmes on les a aidés à fabriquer des machins. Et puis il y a une dimension également sociétale. C'est clair qu'on vous dira que par exemple si on dit dans l'après-guerre, il y avait une certaine idée du vivre en société. Les années 68-70, c'est encore une autre idée du vivre en société. Et tout ça, ça va générer aussi un certain nombre de croyances. Mais quelle que soit la croyance, on pourrait penser que l'être humain, dans sa singularité, dans sa personne, n'est pas considéré. Il y a toute une partie qui n'est pas considérée.
Ça peut expliquer aussi le fait que dans notre époque, on dit que la dépression, c'est une des maladies les plus fréquentes, quoi. C'est un des mots les plus. Alors, une des réponses qui a été Mm. donnée, ça, et c'est pour ça que c'est important d'évoquer ça, c'est qu'on a, le mot n'est pas français, mais tout le monde le comprendra, on a maladifié la dépression. Oui. Or, ce sont des états de l'âme, de l'être, qu'on a maladifié, c'est-à-dire on l'a mis ça en boîte. Or, on va le regarder un peu autrement. Alors, ça change tout parce que c'est pas une maladie, un état, c'est quelque chose de passager, quoi. C'est un état. Oui. Donc, si on le regarde comme un état, alors là, du coup, je vais du côté de la clinique. Les personnes qui viennent me voir peuvent, à un moment donné ou un autre, soit elles arrivent dans cet état-là, ou soit elles vont le découvrir chemin faisant. Et ce sera nécessaire parce qu'elles se sont identifiées, pour faire court, à tout ce qu'elles n'étaient pas. Le passage de mes croyances à ce que je crois être, mais que je ne suis pas, à la réalité ou une réalité de qui je suis, ne pourra pas se faire sans un cassage de gueule. Moi, je le dis comme ça, sans une chute. Ça ne pourra pas se faire sans ça. C'est pas possible. Et c'est ce qui fait aussi que certains le pressentent et vont crever, vont passer leur vie dans cette espèce de mensonge à l'intérieur de soi. Parce que ce serait trop risqué. Mais tout ça, encore une fois, ce n'est pas conscient. À un moment donné, beaucoup de choses ont été refoulées, ou clivées, ou déniées. Déni de réel, déni de réalité, clivage, c'est-à-dire coupure. Et il y a tout un tas de mécanismes de protection qui se sont mis en route qui fait qu'on ne sait plus où on est ni qui on est. Et on finit par être que des robots de société. Et on ne s'en rend pas compte. Alors de temps en temps, il y a des petits rappels. Le corps nous parle aussi. Le corps, il nous parle. Oui. Via les maladies, via les troubles, et lui... il y a des signes, comme vous disiez tout à l'heure, vous-même, donc à un moment, un acte violent quoi, qui vous met la puce à l'oreille, qui vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, est-ce qu'on va être en capacité d'être à l'écoute de quelque chose qui ne va pas? Et encore une fois, si d'aventure on est en capacité d'être à l'écoute de quelque chose qui ne va pas, on ne pourra pas être seul avec le quelque chose qui ne va pas trop longtemps. Il vaut mieux que ce soit accompagné. Faute de quoi? Ça va devenir les médocs. Le compagnon, ça va être les médocs. Et c'est comme ça que vous avez des gens qui vont être dépressifs, on va dire dépressifs à vie. Mais parce que c'est le seul recours, c'est les médocs. Les antidépresseurs. Antidépresseurs, ajouter des anxiolytiques. Maintenant, ils ont trouvé d'autres choses avec anxio et antidépresseurs. Mais en tout état de cause, c'est pas anodin. Les personnes vont s'identifier à des malades. C'est pas anodin. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même presque une sensation d'effet de mode. Non? Parce que les antidépresseurs sont très tendance. Je veux dire, on est le pays qui en consomme le plus. Le plus, ouais, par habitant. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, mais en même temps, on peut entendre qu'il y a. Alors là, bon, je ne serais peut-être pas assez compétent, mais on peut sentir qu'entre le grand corps médical, les laboratoires, tout ça, il y a quand même des drôles de trucs. Donc, la finance qui est là-dedans, parce que c'est des sommes énormes. C'est des sommes énormes. Ça représente. Donc, voilà. En tout cas, moi, c'est évidemment pas de ce côté-là ma tasse de thé. Ma tasse de thé, c'est plus du côté de voyons voir quand la personne, elle a traversé un état. Et la question que j'ai à me poser, c'est est-ce que moi, je me sens en capacité de l'aider à traverser cet état? Et l'expérience va me montrer, dans beaucoup de situations, pas dans toutes, je ne suis pas euro. Et dans beaucoup de situations, qu'il est possible, selon certaines modalités relationnelles, d'accompagner ce qui est en train de se transformer. On assiste, qu'on le veuille ou pas, à quelque chose de Alors, je vais essayer de le réduire pour donner à entendre à nos auditeurs. Nous allons passer. L'état, qu'est-ce qu'il est en train de dire, si on le laisse parler vraiment? L'état dépressif. Ouais. Tout ce qui ne me convient pas, que je me suis bouffé. Il va falloir, petit à petit, pouvoir mieux l'identifier. Le quoi, pas le pourquoi. Je pèse bien mes mots. Le quoi et le comment. Le quoi et le comment de ce qui ne me convient pas et que je me suis bouffé pour pas à pas laisser, disons que je suis plein de choses qui ne me conviennent pas, en les identifiant, petit à petit, elles vont me lâcher, et en me lâchant, il va y avoir peut-être de la place pour ce qui pourrait me convenir, c'est-à-dire être ma vraie vie à moi. Donc, l'état dépressif, ça a aussi une période de transition où on passe d'un soi qu'on a cru être et c'est d'une représentation, d'une image ou des images de soi, c'est ça aussi, je suis d'accord avec ce que vous dites, à quelque chose, à un vide
Et ce vide, tant mieux, on n'est plus plein de ces représentations, il y a un vide qui arrive. C'est le vide, il va être mis à profit pour pouvoir laisser advenir, c'est-à-dire émerger. Ce n'est pas de l'extérieur vers C'est soi, intérieur, oui. c'est de l'intérieur. Enfin, il y a de l'espace. Et pour être à l'écoute de ce qui va pouvoir émerger, on va y être attentif. Et moi, doublement, attentif à la personne et attentif aussi aux rêves, à ses rêves. Alors là, Parce que là, on va avoir des indicateurs. Quand vous le dites comme ça, on a l'impression que c'est un processus qui peut être très long. Bien Non. sûr. Parce que vous parliez de 2 ans dans votre cas, mais je pense qu'on peut. Bien sûr, mais attendez, ouais. 2 ans, la dépression, elle était sous-jacente depuis au moins 15 ans, si ce n'est 20 ans chez moi. D'accord. Elle était Ah oui, sous-jacente. ça mijote. quoi. Là, quand je dis 2 ans, c'est en conscience un état où je suis conscient que je suis en dépression. C'est-à-dire un état où il n'y a plus de pression, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Si je me demande quelque chose, tout de suite, je me fais mal. Donc je ne me demande rien. Je suis à plat. Il n'y a plus de pression. C'est-à-dire, je ne me demande plus rien. D'accord. Donc, quand on arrive à l'état où on ne veut plus sortir de la couette, c'est qu'il y a déjà quelques années avant que ça se prépare. Ça mijotait. Ça mijotait inconsciemment. Sans ça, il faut faire vachement gaffe aux mots, dans le sens de on finirait par croire qu'il suffit de, il n'y a qu'à, allez, vas-y, bouge-toi le cul. Pas du tout. Mais ça, c'est complètement faux. C'est une vision complètement comportementaliste. C'est ce que j'allais dire, c'est que souvent, quand on voit quelqu'un dans cet état-là, on se dit, bon, c'est une feignasse. Oui. Alors, on peut dire ça, mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte quand on dit ça, c'est qu'en fait, ça nous fait peur. On a peur de ce que ça nous renvoie, c'est-à-dire l'immobilité. Nous qui sommes pris dans la performance, qui sommes pris dans « il faut y aller, quand est-ce que tu en sors ?» Mais moi, je ne sais pas sortir de quelque chose dans lequel je ne suis pas rentré. Il faut d'abord visiter ce qui se passe avant d'imaginer en sortir. S'agit-il d'en sortir? Vous voyez, toutes ces conceptions-là qui sortent un peu de n'importe où, mais il suffit qu'il se bouge le cul. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est donc abominable. C'est pas une écoute. Ouais, mais quand on est dans le cas de la personne, c'est horrible, non? Ah, mais bien sûr. Parce que c'est indépendant de notre volonté. Il vous en met une louche. C'est complètement indépendant de votre volonté. Ouais. Vous faites bien de le souligner. Et on nous en remet une louche. Donc, c'est terrible. Donc, quand on est dans l'entourage d'une personne qui est dans cet état, un état dépressif, comment on peut aider, comment on peut agir déjà en prenant conscience que, en ne lui disant surtout pas bouge-toi le cul, comme vous dites. Quoi. Alors, moi, je pense que ça va être minimaliste, ce que je vais dire. D'abord, on peut aider si soi-même, beaucoup mieux si soi-même, sans être psy, on a pu traverser ça. Et l'avoir vraiment traversé. Alors là, déjà, parce que notre attitude, elle ne sera pas la même que bouge-toi le cul. Bien sûr. Il y aura un accueil de l'autre, il y aura du non-jugement. Voilà les trucs qui viennent. Mais c'est pas à coup de. Il faut que je juge pas. Encore une fois, je suis pas comportementaliste. Je trouve ça nul à chier parce qu'on finirait par dire, comme on l'a déjà vu avec le développement soi-disant personnel, il suffit de lâcher prise, enfin, etc. Et je crois qu'il faut sortir de tous ces discours. Et donc, du coup, il y a une façon d'être en lien avec l'autre. Alors, parce qu'en revanche, l'état dépressif, en tout cas celui que j'ai connu, et celui que je rencontre chez pas mal de patients, alors il y a une chose qui est certaine, mais il y en a une, c'est qu'on ne peut pas lui raconter des conneries. À qui? À l'état dépressif? À la personne qui traverse ces états. Ah oui. Elle est très sensible, je veux dire, à l'autre, si l'autre est dans sa vérité. Donc si on fait semblant, ça ne marche pas. Non, ça passe à 15 000. On est dans du faux rapport, en fait, que dans la merde. D'accord. Il vaut mieux un vrai silence compassionnel que une présence amicale. Oui, mais même une présence amicale. La vraie présence amicale, c'est celle qui est compassionnelle. C'est celle qui peut. Voilà. Donc, il y a ça qui vient. Et puis, l'autre chose, c'est qu'à un moment donné, peut-être d'aider cette personne à. Mais ça suppose soi-même d'en être convaincu, à trouver un psy suffisamment équipé pour pouvoir accompagner cette personne. Parce que là, c'est un état, cet état, il va être transitoire et ça mérite effectivement que petit à petit, il y a des choses qui méritent d'être entendues. J'ai eu l'exemple il y a 8 jours d'une personne qui est venue, qui était pratiquement assez simple. Elle m'appelle au téléphone, elle me dit « je suis complètement par terre, je suis allongé ». Voilà, c'est simple. Ouais, d'accord. Je suis allongé par terre. Bon, venez, tac, rendez-vous pris, etc. Et puis, cette personne, elle sent bien que elle le sent, il n'y a pas de baratin à faire. Elle sent que celui qu'elle va rencontrer, que là, il y a un cadre, d'abord c'est rassurant, il n'y a pas de jugement, c'est doublement rassurant, confidentialité, c'est triplement rassurant, et puis il y a un bonhomme qui est dans la relation, c'est quadruplement rassurant.
Et donc, elle va pouvoir dire tout un tas de choses qu'elle ne pourrait jamais dire ailleurs, même dans son environnement direct, qui vont être entendues et qu'elle va commencer à cheminer. Mais déjà, on avait 15 jours, 3 semaines plus loin. Déjà, il commence à y avoir les prémices de quelqu'un qui commence à goûter des choses qui l'intéressent, petit à petit, mais des choses qui l'intéressent. Les choses qui ne l'intéressent pas, c'est terminé. Elle ne peut plus. Elle peut pas. Et quand je pense à cette personne, elle est vraiment une belle illustration de ce que je peux plus, j'en peux plus. C'est malgré elle, hein, c'est stop. Ouais, c'est stop. C'est définitif, quoi. On a atteint un niveau, c'est bon. Non, c'est stop, c'est stop. Il n'y a plus de blabla, il n'y a plus il faut, il n'y a plus tu dois. Non, c'est stop, c'est fini. Et là, quelque chose va pouvoir peut-être advenir. Mais là, ça suppose quand même une relation d'écoute humaine, interactive. Donc, tous les amis qui sont vraiment des amis, qui ont autre chose à foutre que de juger, tout ça, c'est toujours bon. Perso, quand j'ai vécu ma traversée, j'avais 2 amis qui m'appelaient régulièrement. On restait 2 minutes au téléphone. C'était suffisant. Je savais quoi. Qu'est-ce qui me faisait du bien? La tendresse. L'attention aussi. L'attention et la tendresse. D'accord. C'est-à-dire, ces personnes pouvaient me dire je t'aime beaucoup et je pense à toi. Comme on l'a vu tout à l'heure, vu que c'est un état qui est lié à nos croyances, on croit être quelque chose, on s'aperçoit qu'on ne l'est pas, donc on tombe en état dépressif. Donc finalement, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, qui me demande rien, ça contribue à aller mieux en fait. D'accord. C'était perso, c'est la base. C'est-à-dire, je sais que tu traverses un truc qui doit peut-être pas être facile. Je l'ai pas fait traverser moi-même, mais comme je t'aime bien ou je t'aime, enfin que tu es quelqu'un d'important pour moi, eh bien pour moi c'est ok. D'accord. Pour moi c'est ok. Et à contrario, quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour votre image, alors ce que vous représentez, là c'est fini. Là. Ça déstabilise. Ah là, évidemment, là, l'image du jour au lendemain, les images, ça tombe. D'où le désarroi, et ce que je comprends très bien, de la compagne qui était avec moi à l'époque. Puis ça doit en rajouter, puisqu'on est là dans un état justement de se dire, je ne suis pas ce que je croyais être, et de se dire, finalement, ces gens aimaient ce que je ne suis pas. Mais sauf que les choses se disent pas comme ça. Non, mais ça doit en ajouter, peut-être, de se dire, putain, voilà. La personne, a priori, qui traverse des états comme ça, petit à petit, elle va apprendre non pas, c'est pas tant ce qu'elle se dit qui va être important, c'est ce qu'elle sent. Je le ressens aussi. Non, surtout. Non, se dit, tout le monde se dit des milliers de choses. Ouais. Je joue beaucoup avec ça. Oui, je me dis, et je me dis, je me redis, je me dis, et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'histoire du cœur qui a ses raisons que la raison connaît pas. Le langage du cœur, c'est pas je me dis. Voilà, déjà d'entrée. Donc ça s'apprend à écouter le langage du cœur. Et surtout, ça s'apprend parce que c'était pas ni dans le biberon, ni dans le berceau. Et là, on revient à l'histoire de la non-confiance en soi. On n'a pas appris petit ce langage du cœur. Et puis le langage de ses besoins, c'est-à-dire à se fier à ses sensations. Se fier, c'est pas la croyance. Je dirais presque c'est la foi. Mais la confiance, c'est quand même, c'est les mêmes racines, c'est les mêmes origines étymologiques. Confiance, foi, se fier. On n'apprend pas ça. On apprend à se fier à ce que les autres y croient en face, à leur peur et tout ça. Et on se construit là-dedans. Mais évidemment qu'on est à côté de nos pompes, sans le savoir. Alors, puisqu'on parle de foi, et qu'il s'agit de croyances qui nous plongent des fois dans ces états... Qui est 2 mots différents. Oui. 2 mots différents, soyons d'accord. Je pense qu'il y en a un, quand il tombe, c'est l'autre qui peut enfin émerger. C'est-à-dire l'apprentissage à se fier à soi par les sensations et les émotions. Autrement dit, le langage du cœur, autrement dit, le langage de l'inconscient, autrement dit, le langage analogique. D'accord. C'est pas du tout dans les logiques, ça. Rien à voir. Mais rien de chez rien. Il est analogique. Il va pas stimuler les méninges, celui-là. Il va pas stimuler ce que certains appelleraient le mental. Surtout pas. Lui, il est mis en veilleuse. On va apprendre à écouter à l'intérieur de nous ce que l'on ressent. C'est complètement autre chose. C'est pas je me dis, là. On est dans un autre langage. Mais du reste, c'est celui perso, que ce soit vis-à-vis de moi-même ou dans ma clinique, encore une fois, je connais surtout et de plus en mieux ce langage-là. Et lui, il n'a rien à voir avec les logiques. Mais rien. Non, mais je voulais parler de religion parce qu'on voulait parler de mysticisme, de personnages. Oui, mais c'était juste. Oui, mais j'entends bien, mais c'est parler du mysticisme, c'est pas parler religaré, c'est le lien. Non, je parlais simplement que dans l'Occident, soi-disant chrétien, il y a quelques bonhommes où ça m'a sauté aux yeux, de Paul de Tarse à François d'Assise, qui sont passés par ces chutes-là. Et puis plein d'autres. Jésus de Nazareth d'une autre façon. Si je regarde avec l'Église
de cette chère et tendre Église catholique, les évangiles, j'y comprendrais rien du tout. J'aurais qu'un aspect moral et je chercherais à mystifier ce bonhomme, il faudra que ça devienne un barbu, etc. C'est pas du tout mon regard. Je trouve qu'on a des textes qui sont des textes ressources, il faut pouvoir les lire avec notre cœur. Et là, on sait faire le tri, et on fait le tri. Donc moi, pour moi, le bonhomme Jésus, là, il a connu ça. Il l'a connu. Il a connu ces nuits noires. Alors, personnellement, ça me parle mieux dans l'histoire de Saint Paul, par exemple, qui est Paul. Paul. Oui, Paul de Tarse. Saül, quoi. Oui, Qui- ça, c'est les autres après voilà, qui vont faire des étoiles et des. Oui, mais comme ça, on le Paul. reconnaît, hein, le Paul des apôtres, Celui qu'on appelle Saint qui Paul. est un persécuteur des chrétiens, qui Tout tout à d'un fait. coup a une espèce de flash. Il se casse la gueule du cheval. Il a un trou noir. Attendez, il devient- rappelez-vous qu'il se casse la gueule du cheval. Et puis il a un trou noir, Il il tombe. devient aveugle pendant Ouais. un certain temps. Et après, Ouais. la lumière revient Ouais. et il est complètement Ouais. Et métamorphosé. c'est du même chose, que c'est du même Ça me tonneau. rappelle un peu ce que vous disiez là, c'est dans les étapes de Oui, la chute oui, du oui, trou elles noir sont, et de la lumière qui ouais. revient. Mais c'est-à-dire que quelque part, c'est pas la lumière qui revient. Toutes ces images de lumière, elles me paraissent assez C'est des fausses. clichés peut-être. Oui, on est toujours dans l'imaginaire de la lumière. Mm. Je pense que c'est comme non, c'est autre chose. Le mec, il se prend pour quelqu'un d'autre et il sait pas qu'il se prend pour quelqu'un d'autre. Il est identifié au guerrier, etc. Comme François d'Assise est identifié à sa richesse, à la bourgeoisie dans laquelle il fait En partie. marchant. Voilà, etc. Ils sont identifiés, c'est-à-dire ils croient qu'ils sont ça. Mais quelque chose va se passer dans leur chemin qui fait qu'à un moment donné, ça va introduire un décalage. Ça, leur croyance, elle est mise à mal. Et donc, souvent, ça se traduit par une chute. Alors, on parle de chute, on parle de tombée, on parle de nuit noire. Oui, le noir, oui. Le noir, la nuit noire. Et tout ça, quand on y est passé et que petit à petit, on a conscientisé ce qui se vit, ben, moi, ce que j'ai vécu, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Après, simplement, je l'ai contextualisé. Mais ils y sont tous passés. Quand le prophète de l'islam, Mohammed, il nous parle du djihad Ness, il nous parle d'une catégorie de djihad qui ne pourrait pas parler s'il n'avait pas rencontré la différence entre le djihad de celui qui va guerroyer du djihad Ness. C'est pas la même djihad. Moi, je n'y connais rien du tout. Ah, mais non, mais moi je vous le dis. Voilà, oui, donc, non, mais moi je vous le dis. Ceux qui m'écoutent et qui sont un peu d'origine arabe, ils vont piger ce que je suis en train de dire. Et il y en a. Donc, c'est pas le même djihad. Donc là, du coup, les auditeurs qui connaissent, je m'adresse aux Arabes d'origine, ne vous gourrez pas sur le djihad. Il y a un djihad Ness qui est le djihad de la dimension intérieure. Celui-là, c'est tout autre chose. Et il y a certains courants qu'on appelle les courants soufis qui se sont coltinés. Certains courants, pas tous encore, qui sont coltinés à ça. Et je les renverrai même à la découverte des 99 noms qui sont donnés à Allah et qui n'ont rien à voir avec toutes ces conneries qu'on nous chante en Occident. Mais rien à voir. Et donc, pour que le prophète Mohammed il puisse en parler, c'est que lui-même, il en a fait l'expérience. Voilà ce que je veux dire. Donc, il a eu un état comme ça de. Tout à fait. Il est passé chute, par des état, états, effectivement, et qui fait qu'à un moment donné, alors chute ou autre chose, mais qui sont dans les mêmes variantes. Transitoire. Transitoire. Il est des passages de transition, de métamorphose intérieure. Et ce qui fait que le prophète Mohammed a eu conscience, comme l'autre Aïssa, donc c'est-à-dire Jésus de Nazareth. En arabe, c'est Aïssa. Ils ont petit à petit pris conscience de certaines choses intérieures. C'est toujours des choses intérieures, cette histoire de petite lumière. Et donc, c'est quelque chose qui a à voir avec le registre, selon mon point de vue, analogique, c'est-à-dire le cœur parle. D'accord. Mais le problème, c'est que la raison, elle veut toujours calvauder les raisons du cœur. Ça ne marche pas. C'est ce que certains appellent le mental. Ça ne marche pas comme ça. L'intellect. Donc, quand on est psy et qu'on a fait ce chemin-là, on sait comment faire pour mettre de côté tout cet intellect. Alors, ce qui m'intéresse, ce qui me parle dans ce que vous dites, c'est que très souvent, dans certains romans, dans certaines croyances, dans certaines histoires, on dit que justement, il faut passer certaines étapes, mourir pour renaître. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ça me rappelle un peu ça aussi quand même. La chute, l'obscur et la renaissance de quelqu'un d'autre, plus dans la réalité, dans la vérité. Alors, on pourrait dire, pour aller dans le sens de ce que vous dites, dans une autre métaphore, c'est-à-dire, ça me fait penser, perso, à nous sommes nés
par des géniteurs. Pour venir au monde, on a besoin de nos géniteurs. Oui. C'est la première naissance. Mais il y en aura une seconde. La naissance à soi-même. Et cette naissance-là, elle ne peut pas faire l'économie, selon mon point de vue, de traverser ce qu'on est en train d'évoquer. Donc, il y a les géniteurs, toute la croyance qui est inculquée, les couleuvres dont vous parlez, Tout à dont fait. parle Elsa, et on doit arriver après un moment, à un stade où tout ça doit s'écrouler. Eh ben, Pour que le vrai soi, c'est pas on doit, apparaisse. il n'y a rien de doigt. Ouais. Certains, à un On moment arrive donné, parfois, voilà. Donc, certains, chemin faisant, à un moment donné, ça fait crise, ça va criser. C'est ça les signes, c'est une crise. Une crise de sens, une crise de tout ce qu'on veut, ça fait crise. C'est la souffrance qui est en train de sortir, parce que tout ce qu'on est en train d'évoquer, ça parle de toute façon de souffrance. C'est-à-dire, il y a un désaccord majeur entre soi et soi, mais paradoxalement, c'est ce désaccord qui doit pouvoir amener à une naissance à soi-même, c'est-à-dire une vraie naissance. Alors du coup, vu sous cet angle-là, ça devient positif, l'état dépressif. Alors, ça devient, c'est-à-dire là, on va aller du Selon côté... comment on le vit, comment on Là, ça va aller du côté du vivant. Mais encore une fois, je suis très prudent parce que tous les il faut, il y a qu'à, tu dois du développement soi-disant de la personne, Oui. que je sais dans ma culture actuelle, mais ils n'ont rien pigé de ça, mais rien de chez rien. Donc ça rend humble, j'y reviens, et pas moins positif, c'est-à-dire, je le dirais autrement, c'est le vivant qui appelle le vivant. Le vivant appelle le vivant. Et quand le vivant appelle le vivant, on sort des clichés. C'est à chaque fois une expérience singulière, particulière, à la façon dont moi je m'ouvre d'une certaine façon aux patients que je peux accompagner. C'est à chaque fois très, très singulier. Les modalités. C'est pour ça que toutes les grilles, à un moment donné, toutes ces choses-là, ça vole en éclats. Mais paradoxalement, ça suppose d'avoir fait quand même un certain chemin perso et professionnel. D'accord, mais j'en reviens un peu à mon idée de ces états dépressifs qui peuvent être finalement salutaires. Après, ça dépend comment on les vit, mais ça veut dire aussi qu'on jette une vieille peau de croyances, J'aime bien cette image de vieille peau. C'est-à-dire, c'est comme si à un moment donné, le costard des croyances était devenu trop étroit. À l'intérieur de nous, il y a le vivant qui parle, qui appelle, qui frappe à la porte. Mais si on ouvre la porte, on ne fera pas l'économie de déconstruire. Mais pour ça, on ne peut pas le faire seul. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même l'important, c'est qui nous accompagne dans ce cas-là. Là. C'est un peu votre histoire aussi. Pardon ? C'est un peu comme vous, le collègue qui vous appelle. Bravo. C'est à partir de là que ça remonte. Quoi. Ah bah tout à fait. Et du reste, quand je lui ai rendu hommage l'autre jour, là où j'ai fait, ce que j'ai fait, c'était, j'ai rassemblé des amis, mais que moi j'appelle des amis. On était une dizaine. Pierre était là. Je lui ai rendu hommage. Il était vraiment touché, quoi. Il me dira après coup, il me dira vraiment, c'est un beau cadeau que l'hommage que tu m'as rendu. Et je rendais hommage aussi au parcours qu'on a fait ensemble, qui pour moi a été, voilà, là il y a quelque chose qui s'est passé d'un homme à un autre, qui a pu favoriser l'émergence de choses complètement singulières. Et donc aujourd'hui, là où je suis, au moment où je vous parle, je suis sur ce chemin-là, je continue le chemin. Alors, dans le cadre de ces états dépressifs et de ce qu'on vient de dire, là, de cette vision de la chose, le médoc, le médicament, là, l'antidépresseur, quel est son rôle? Alors, moi, je pense, l'utiliser pour mon usage personnel, comme je vous le disais, moi, j'ai utilisé l'antidépresseur, mettons 2-3 mois. Et ensuite, le Toubib qui faisait référence, comme par hasard, c'est un Toubib qui avait fait un travail personnel pendant plusieurs années. C'est pas par hasard. Hein. Et du reste, c'était simple. Sa salle d'attente, elle se remplissait. Et on était en discussion. Des fois, je restais 3/4 d'heure avec lui. Mais je le voyais comme un Toubib. Hein. Il me filait l'ordonnance. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, je sens que je vais m'en passer de tout ça. Il m'a dit, Monsieur Gérard, il va y avoir des effets secondaires, donc il faudrait faire ça sur 3 semaines. J'ai arrêté. Ah oui, plus de médoc. Et puis, simplement, il y avait l'anxiolytique. L'anxiolytique, c'est vraiment quand il y a des montées d'angoisse. Hein. Du coup, ça calme. C'est ce que j'appelle un petit confort. Et ça allez, à vue de nez, sur les 2 années où j'ai traversé ça, allez, quelques mois de plus, quoi, point barre. Et c'est passé. Ensuite, alors là, ce qui a été effectivement la rencontre avec Pierre a fait complètement la différence. Et il m'a fait prendre conscience combien j'avais besoin d'être entendu, accueilli, là où j'étais. Pas là où j'étais pas. Et qu'on ne fasse pas chier. Donc, pour
synthétiser, le médicament donc est un outil, un appui, mais c'est quand même la relation humaine qui fait la chose, quoi. Ah ouais, c'est la relation, tout à fait. Et encore une fois, relation humaine d'une façon générale, ça c'est certain. Pas de jugement, pas de machin. Des gens qui vous aiment bien, pour qui vous êtes quelqu'un d'important, qui savent vous le dire, ça fait du bien. Et puis aussi avec un psy qui lui n'a pas peur de se mouiller. D'une certaine façon, vous le disiez l'autre fois quand je vous parlais, vous me dites mais vous c'est curieux parce qu'en même temps vous vous impliquez. Et je vous disais oui bien sûr, ça fait partie de mon engagement. Un psy qui s'implique. Oui. Il est dans la relation, il fait partie de la relation. Sans ça, il n'y a pas de relation. D'accord. Ça change un peu de ce qu'on dit, oui, qu'il faut rester distant. Ouais. Mais vous-même, dans l'histoire que vous me racontiez au début, dans votre histoire personnelle, j'ai l'impression quand même que votre implication à ce moment-là auprès des publics et des patients que vous touchez est une des causes du fait que vous basculez, que vous entrez dans un état dépressif. Non. Alors, ça vous renvoie pas à une image ou quelque chose? Ouais, voilà. Non, il y a plusieurs angles. Encore une fois, je vous rappelle que moi, j'avais rendez-vous avec moi-même. Le psychanalyste qui m'accompagnait à l'époque, je pense qu'à certains égards, il n'était pas suffisamment dans la relation. C'est quelqu'un aussi qui se protégeait. Donc, j'ai pas pu vivre avec lui ce que j'ai vécu avec Pierre. Ça, c'est clair. Donc, du coup, il y avait des choses qui étaient maintenues sous le boisseau chez moi. Elles étaient maintenues. C'est a posteriori, c'est ce que je vais comprendre. Mais qu'est-ce qui était maintenu? Mais il y a la relation qu'il peut y avoir entre les adolescents que j'accueillais, celui qui a tué mon fils, et moi-même adolescent. D'accord. Mais de conscientiser tout ça. Le fait que vous intérissiez, vous ayez de l'empathie pour ces adolescents, ça ne contribue pas. C'est pas seulement de l'empathie, c'est pas par hasard, et je veux y insister parce que on retrouvera, le cas échéant, dans une autre émission, la question de prévention en lien avec tous ces éducateurs, voire ces psychologues qui prétendent aider, voire parfois sauver les autres. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils se projettent, c'est-à-dire qu'en fait, ils ignorent qu'ils veulent sauver les autres de la blessure dont ils sont eux-mêmes porteurs. Et tant que leur blessure, et là ça suppose qu'ils fassent un travail sur eux, et pas avec Lise Bourdeau. Tant que la blessure, elle n'a pas été conscientisée, et tout ce que la blessure a pu amener dans les différentes ramifications, dans les différentes strates, dans leur mode de fonctionnement, c'est pour ça que ça prend du temps. Tant que ce n'est pas très conscientisé tout ça, alors ils vont se projeter, et du coup, ils vont être, qu'ils le veuillent ou non, aveugles et sourdingues. Jusqu'au jour où ça va leur péter au visage, quelque part. Oui, mais quand ça leur pète au visage, ce qui se passe, je vais vous dire, c'est tout con. Et c'est à cause de l'autre. C'est-à-dire qu'on va projeter, je me rappelle d'une équipe que j'accompagnais en supervision clinique et qui disait à un moment donné, mais c'est parce qu'on a les autres en face, ils sont trop durs, ils n'avaient pas conscience au moment où ils parlaient que c'était lié avec leurs propres blessures. Ils ne pouvaient pas faire le lien parce que c'était quelque chose de trop difficile. C'est la même histoire quand je vous ai parlé une fois de cette éducatrice qui va prendre conscience. Elle projette sur la gamine qui a été victime d'inceste la propre relation avec l'inceste qu'elle a eu avec son père. La colère qu'elle a contre cette... c'est-à-dire, oui, au départ, c'est j'ai envie de la cogner. Et petit à petit, quand on va pouvoir explorer ce qui se passe, on va s'apercevoir qu'elle est porteuse de la même histoire que la piote. Et bien, énormément d'éducs et de gens qui veulent sauver les autres sont piégés là-dedans. Dans leur propre douleur, leur propre blessure. Voilà. En parallèle à ça, nous avons Jean-Jacques Gérard qui, à un moment donné, pas à pas, va prendre conscience de toutes ces ramifications-là. C'est évident que là, du coup, dans l'après-coup de tout ça, alors là, il n'y a plus de sauveur, c'est terminé, c'est la mort du sauveur. Là, Le sauveur, ça coûte bonbon au niveau énergie. Et on s'y perd. Et le sauveur, attendez. Le sauveur, celui qui veut sauver les autres de leurs propres problèmes. Et qui croit que, c'est le grand réparateur devant l'éternel, qui à un moment donné a qui, d'une certaine façon, un adolescent a soufflé son fiston. Oui. Et ça vient vous chatouiller fort, fort. Et j'en avais pas fini pour autant, parce que cet adolescent, il était aussi dans l'ombre d'un autre adolescent que j'ai à peu près connu, c'est moi-même, adolescent. Donc tout ça, je ne ferai pas l'économie de retraverser tout ça pour conscientiser mes propres zones de blessure. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? Un mec qui n'a plus besoin de projeter ses propres blessures, ça devient un mec sensible à certaines choses, mais qui ne va pas se projeter en avant pour sauver l'autre. De quoi?
des choses dont lui-même il a été blessé. Ouais, quand je vous écoute, là, j'ai l'impression quand même que dans ces états de dépression, état dépressif, on est une espèce de duel à l'intérieur c'est de clair. soi C'est entre clair. ce que nous sommes, Ouais. dont on n'est peut-être pas forcément conscient, On n'est pas et ce que conscient. l'on croit être. Tout à fait. Donc il y a Et deux. vous faites bien de le C'est une souligner. coupure. Oui, tout à fait. Voilà. C'est comme s'il y avait, il y avait deux frères ennemis. Il y a Caïn et Abel à l'intérieur du même bonhomme. Tout à fait. Et là, pour s'en sortir, On a besoin d'un coup de main. eh oui. Et un coup de main de quelqu'un qui, lui, a fait les liens. C'est pas seulement quelqu'un qui a un doctorat. Hmm. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a su faire son propre chemin et qui lui-même aussi. S'il n'y a pas ça, ça le fait pas. Bah, si on se retrouve justement en face d'un Il vaut mieux professionnel avoir fait le chemin. qui projette C'est ça. ce que vous venez de dire, c'est C'est ce ça, qu'il n'a c'est- pas lui-même dépassé. Il le projettera. Et donc, Il le projettera. ouais, Et ce voilà. sera en même temps les limites de son accompagnement. Bah, c'est limite alors. On Donc, est c'est coincé, limite, quoi. on On est se bien retrouve d'accord. Oui, coincé tout à dans, Tout à fait. dans un drôle d'univers. Pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, Jean-Jacques Girard? Parce que je crois qu'on a bien détricoté tout ça. Il me semble, hein. Mmh. Sur l'accompagnement peut-être, ou sur les personnes qui se sentent en état dépressif. Évidemment, elles vont pas sortir de la couette toutes seules, mais comment elles peuvent faire? Appeler quelqu'un, arriver à le faire? C'est peut-être pas évident non plus. Ben, c'est-à-dire que ça m'est difficile de conclure là-dessus parce que Mmh. ça fait partie, on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus, mais de ma conscience d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont où ceux qui aident vraiment? Ils sont où ceux qui peuvent, tout en gardant le cadre professionnel, oser d'être en relation avec l'autre? Parce que la plupart des gens qui sont blessés, du reste, qui passeront plus ou moins des états dépressifs, on ne va pas les réduire non plus à ces états dépressifs, la personne, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que les psys qu'ils rencontrent, je dis bien les psys, eh bien, soient des gens suffisamment humbles, humains, compétents, risquant la relation avec l'autre, parce que je pense que l'état dépressif, il appelle ça. Indirectement, il appelle ça. Ça appelle de l'humanité. Et de la relation vraie. Et de la relation vraie. Comme vous disiez également tout à tout à fait. l'heure, on sent tout de suite que c'est pas réel, quoi. Enfin, que c'est pas Ah pur, qu'il n'y a pas un échange du cœur ou Tout à fait. de l'émotionnel. Tout à fait. Et que c'est pas en contradiction avec le fait d'être le professionnel qui est garant du cadre. Pas du tout. Mais ça suppose d'avoir fait un certain chemin avec soi-même. Et de toute façon, le patient, moi j'en ai de plus en plus conscient avec les patients, mais quelque part, ils le sentent. Ils le sentent parce Oui. que le verbal et le non-verbal, ça parle. On le tout ressent en tout azimut. cas. On le sent. Quelqu'un qui est authentique, qui est dans sa vérité, juste dans sa vérité, mais qui y est complètement, les gens le sentent. Mais c'est en même temps tout un chemin. D'autant plus quand on est dans un état de sensibilité, justement. Voilà. Bravo. Ça, c'est oui. corrélatif à ces états-là. Il y a une hypersensibilité, et cette hypersensibilité, vous le comprendrez, il ne s'agit pas de s'en soigner, il s'agit de l'apprivoiser. Donc, bon. On va rester sur cette phrase qui, qui est très belle. Jean-Jacques Girard, merci beaucoup. Okay. On se retrouve dans quelques temps pour d'autres aventures radiophoniques autour des thèmes que vous avez, qui vous sont chers. Oui, ça marche. Merci bien. Merci bientôt. À vous. Merci à vous également de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous retrouvez cette émission produite par Osmose Radio sur le site osmose-radio.fr en podcast, dans la rubrique podcast des émissions, et vous cherchez Osmosen, l'émission bien-être. Et puis, un petit clin d'œil à nos amis de Rage FM sur Avignon qui rediffusent également ce programme le dimanche soir à 22h sur 90.3.